Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Devolis avec Stéphane Philippe. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir chez toi, donc chez Devolis. Est-ce que tu peux nous parler et nous présenter un petit peu Devolis ? Oui, bien sûr, sans problème. Donc Devolis, c'est une société qui existe depuis 11 ans. Donc on n'est pas une start-up de l'informatique. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Oui, si start-up est encore le terme galvaudé ou pas. Tout à fait. Nous sommes une société de 23 personnes basée sur le Grand Ouest parisien et toute la Normandie. Donc tu vois, on couvre tout ce secteur géographique et on intervient sur 3 domaines que l'on présente sous les termes de la couture, parce qu'on se présente comme les couturiers de l'informatique, donc on fait des solutions digitales. Du vrai digital. On fait du vrai digital. Et donc 3 offres, donc l'offre prêt-à-porter, forcément, dans lequel on va retrouver une offre de collaboration, de travail collaboratif, avec la mise en place d'Office 365, qui est une plateforme Microsoft de travail collaboratif, avec notamment SharePoint dedans, qui est vraiment la clé de voûte de cette offre. Une deuxième offre qui va être le sur-mesure. Le sur-mesure, et c'est dans cette offre-là, si tu veux, qu'on s'est fait un peu connaître et reconnaître, où on a eu nos lettres de noblesse. On a commencé par ça, donc c'est le développement d'applications. Alors quand on parle d'applications, on parle d'applications mobiles, sur PC, tablette, voilà. Maintenant on fait… applications tout type. Ouais, exactement. Donc ça c'était l'offre sur mesure. Nous avons donc la dernière offre qui est l'offre tendance, et qui va recouvrir un peu tous les sujets autour de l'intelligence artificielle. Des sujets très à la mode. Très à la mode. Notamment les deux plus à la mode, donc l'intégration de solutions Big Data, dont l'objectif est de faire du prédictif, et l'intégration de solutions d'agents conversationnels, les fameux chatbots. Voilà, exactement. Ok, super. Donc, voilà pour présenter. Alors, toi, ton rôle chez Devolis ? Alors, moi, je suis directeur commercial, donc depuis quasiment 4 ans. Alors, je ne suis pas du tout commercial à la base, et encore moins dans l'informatique. Donc, moi, j'ai fait 4 ans de banque, et puis 14 ans de contrôle de gestion. Alors, comment on devient directeur commercial et qu'on gère des équipes et autres en ayant démarré par la banque ? Voilà un sujet intéressant. Eh bien, écoutez, j'allais te vous voyez. Écoute, oui, c'est un sujet intéressant, par piston. Ce qu'on appelle le réseau maintenant. Tout à fait. Non, mais je connais Vincent, donc Vincent qui est le gérant fondateur de Devolis. Je le connais à titre personnel. Et donc il a détecté chez moi mon côté relationnel, mon côté humain. Et c'est ce qui l'intéressait. Il ne voulait pas ni d'un technicien pour faire du commerce, ni d'un vrai commercial pour faire du commerce. Il voulait quelqu'un qui ait le sens de l'humain, le sens du contact. Plutôt de l'empathie, plutôt être prêt à discuter. C'est intéressant cette approche-là, justement, de prendre quelqu'un qui n'est pas spécifiquement fait pour le rôle. Est-ce que toi, tout de suite, ça t'a emballé ou est-ce que c'était trop loin de tes diplômes, de ta formation, de ton expérience? Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, c'est assez drôle. Lorsqu'il me l'a proposé, ma réaction est assez négative spontanément. Et connaissant Vincent, je lui dis attends, quelle est la vraie question derrière ça? Et là, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet. Et clairement, connaissant les sociétés informatiques, pour avoir beaucoup travaillé avec elles, j'ai tout de suite posé 2 questions. On n'a pas forcément toujours bonne réputation, les sociétés, les fameuses SS2I que l'on appelle maintenant ESN. Et donc, les 2 questions que je lui ai posées, c'est comment tu traites tes clients et comment tu traites tes consultants. Parce que pour moi, il était hors de question de faire de la vente de tapis, premièrement. Et deuxièmement, il était hors de question de faire de la gestion de viande. En termes de consultants, de les prendre, toi tu es là, toi tu es expert. Donc cette notion-là de symétrie des attentions, si je m'occupe bien de mes consultants, ils s'occuperont bien de mes clients, je pense que c'était l'idée que tu avais derrière, tout à fait. Savoir ce qui se passait. Tout à fait. D'accord. Donc c'était vraiment le préalable pour toi, oui, pour tenter l'aventure et du coup changer complètement de carrière après. Complètement. Okay. Un vrai changement. Bon. Qui s'est bien passé. Qui se passe très bien. Qui se passe très bien, on est encore en phase. Oui, tout à fait. Vous êtes combien chez Devolis aujourd'hui? 23. 23. Et donc,
Comment vous managez ces 23 personnes? Parce qu'on on sait, effectivement, tu l'as dit, vous avez des consultants, donc des gens qui sont peut-être pas toujours là. Il peut y avoir un peu de turnover, ce qui arrive souvent dans les entreprises du numérique, et même si vous êtes dans le digital. Tout à fait. Mais du coup, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est un management linéaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de managers sur les 23? Comment ça se passe? Non, écoute, alors, pour revenir un tout petit peu sur mes expériences passées, moi en tant que contrôleur de gestion, j'ai travaillé dans des grands groupes. Plus tu travailles dans des grands groupes, en tous les cas, c'est l'effet que cela a eu sur moi, plus tu travailles dans les grands groupes, moins tu as envie d'y travailler. Donc moi, je voulais retrouver de la proximité, une entreprise où tu puisses agir, réagir et avoir un véritable impact. Donc en termes de management, je voulais la même chose. Je voulais pas quelque chose de très officiel. Pour moi, le management, certes, il y a des méthodes, des recettes qui vont fonctionner pour encadrer les gens, mais à la base, il faut aimer l'humain, il faut aimer la personne, et il faut avoir ce sens empathique, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, d'aller vers les autres, de s'intéresser à eux, et fondamentalement d'avoir l'aspiration de les emmener vers quelque chose de plus, de meilleur, les faire grandir. De les faire grandir, grandir en même temps la société, que tout le monde arrive à trouver son osmose ensemble et avancer ensemble. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de théorie que j'ai appliquée. Je voulais juste savoir, voilà, avec Vincent, quelles étaient ses relations, comment il faisait. Et voilà, donc la dimension humaine. Donc il faut savoir qu'il y a 4 ans, il y avait 7 consultants. Donc oui, vous avez bien progressé. Voilà, on a bien progressé en 4 ans. Donc c'était encore plus facile. Mais effectivement, comme tu me l'as dit, on a des problématiques donc de consultants qui sont chez nous, mais également chez les clients. Je croise les doigts, on a de la chance, on n'a pas beaucoup de turnover. Parce que justement, on est très attaché à nos consultants et on essaie de développer autre chose, un autre esprit pour avancer ensemble. Voilà, l'objectif, c'est pas de remplir les cases, d'avoir des bonhommes et puis les mettre dans des missions, etc. C'est vraiment de grandir. Et si on peut faire le plus de bouts de chemin ensemble, c'est l'objectif. Oui, l'idée, c'est de les fidéliser, de les attacher à des Volis pour que même s'ils sont chez le client, ils restent avec le cœur des Volis et que ça les garde comme ça. Mais justement, comment vous travaillez avec ce côté un peu dualité qu'on peut retrouver quelquefois avec des freelances ou avec du télétravail, de gens qui font partie de la société sans pour autant y être très souvent? Est-ce qu'ils passent à l'entreprise? Est-ce qu'ils sont en mission, en régie pleine chez le client? Vous gérez ça comment? Alors effectivement, on a des régies pleines. Donc des consultants que si on voulait on ne verrait jamais, d'autres qui sont ici dans nos locaux, et puis d'autres qui font des missions plus courtes, qui reviennent, qui repartent, et puis souvent les gens qui peuvent être ici peuvent être après amenés à être en clientèle et inversement. Donc il faut gérer tout ça. Écoute, on le fait le plus naturellement possible, comme je fais un peu avec mes amis. Tu sais, au bout d'un moment je me dis tiens, j'ai pas eu de nouvelles d'un tel. Tiens, il y a longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai pas croisé. Eh ben, on va faire la galette. Là, c'était la galette il y a pas longtemps. On va faire la galette. Donc, tu envoies une invitation avec tout le monde, etc. On a instauré aussi des comités techniques, donc tous les mois, où un des consultants, un ou plusieurs d'ailleurs, doivent présenter eux-mêmes des choses, se mettre en avant, les aider à travailler sur des sujets. Et puis, pour le coup, ça nous permet de nous réunir. On essaie aussi de faire un peu des événements improvisés, l'arrivée d'un consultant, le départ d'un consultant, même si ça ne nous arrive pas beaucoup, mais on a des consultants qui veulent faire d'autres choses et on les accompagne à faire autre chose. Donc vous assurez aussi, alors l'onboarding c'est très bien et c'est vrai que c'est pas toujours bien fait, mais y compris le départ, oui. Avec l'idée qui est derrière, c'est quoi? C'est de se dire finalement cette personne-là, on a fait un bout de chemin ensemble, autant que ça se finisse bien. Est-ce que ça peut devenir un ambassadeur? Est-ce que ça peut même être un mentor peut-être pour des gens qui resteraient? Ou c'est simplement parce que c'est de l'humain et qu'on essaye de faire ça bien? Alors, effectivement, tout ça, ça a un impact sur ta société. Le fait d'être proche de tes collaborateurs, normalement, ça t'assure un peu de fidélité. Le fait de les accompagner par la suite, normalement, ça t'assure également une continuité ou une notoriété ou peut-être éventuellement de nouveaux clients chez lesquels ils vont aller travailler. Bref, ça c'est vrai, mais ce n'est pas l'objectif premier.
L'objectif premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça vienne du cœur, il faut que tu le fasses naturellement. Si tu commences à faire ce genre de choses d'une façon calculée, ça se voit, ça se sent. C'est pas dans notre, enfin moi c'est pas du tout dans ma façon de faire, ni dans celle de Vincent. Voilà, il faut qu'à la base ça soit fait de façon la plus altruiste possible. Voilà, on a travaillé ensemble. On a passé des bons moments, tu as un choix de vie différent pour telle ou telle raison, et ben c'est normal, on en discute, comment on fait pour se séparer, comment on s'organise, etc. Et puis si on peut t'aider, on t'aide. À la base, il faut que ça soit fait naturellement et sincèrement. Sinon, si c'est calculé… S'il n'y a pas de sincérité, à un moment ou à un autre, ça se voit, et effectivement l'expérience collaborateur va vaciller. Ok. Et donc je reviens à cette dualité qui est intéressante, et on pourra parler après de ta propre dualité avec ton ancienne carrière et ta nouvelle, mais entre les gens qui sont ici, entre des gens qui sont dans différentes entreprises, qui elles-mêmes ont des cultures d'entreprise différentes, piloter des objectifs différents selon la taille de l'entreprise où ils sont, ou même ici, la culture d'entreprise peut être différente. Est-ce que ça vous pose des problèmes? Comment vous le gérez? Non, ça ne nous pose pas particulièrement de problème. Au contraire, je trouve que ça enrichit l'équipe. Parce qu'on a un management dit participatif, mais on ne le met pas en place comme je te l'ai dit, c'est tout à fait fait naturellement. Je m'inquiète tout le temps de savoir les consultants, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, comment se passe leur mission, etc. etc. Je leur dis tout le temps que ma porte est tout le temps ouverte, même dans les faits elle est tout le temps fermée parce que je travaille en musique, mais au sens figuré. Elle est virtuellement ouverte. Voilà. Et donc je leur dis voilà, surtout vous avez un problème, vous venez me voir dans votre mission, dans votre vie, et s'ils ne le font pas, moi je le vois assez vite. J'ai la chance de pouvoir détecter ce genre de choses assez rapidement. Si je vois un consultant, une journée, ça va pas trop bien. 2 jours, bon, la 3e journée, je l'appelle, on discute, du bon, ça va, voilà. C'est vraiment s'intéresser. Et donc, pareil pour les consultants qui vont être chez nos clients, qui ont effectivement des cultures d'entreprise différentes, des tailles d'entreprise différentes, pharaoniques pour certaines, avec des procédures bien lourdes, qu'ils n'ont pas l'habitude ici. Et donc c'est à moi d'échanger avec eux, de leur dire mais oui, mais tu vois, voilà, faut prendre le positif dans ça, qu'est-ce que tu y retrouves, qu'est-ce que tu y retrouves pas, les aider, leur dire voilà, prendre du recul par rapport à ça, moi je vais m'en occuper, je vais appeler le client, je vais appeler notre contact, etc. pour essayer un peu de… C'est arrivé d'avoir à faire une médiation entre le client et la personne en régie ou la personne en mission parce que quelquefois c'est pas le client qui est mauvais ou le consultant qui est mauvais, c'est juste qu'ils sont pas faits pour s'entendre. Oui, ça arrive. Oui, c'est arrivé 2 fois, hein, pas beaucoup, depuis 4 ans que je suis là, donc c'est un score très correct. C'est tout à fait raisonnable. C'est arrivé 2 fois. Mais comme tu le dis, pas forcément une inadéquation entre le profil, la mission, l'interlocuteur client, etc. Et pour le coup, on prend ça très au sérieux et je suis allé voir les interlocuteurs clients pour comprendre, pour avoir leur ressenti et puis pour trouver une alternative. Les 2 fois, ça s'est terminé par une fin de mission. On a préféré sortir notre consultant de mission. Que de le laisser en détresse. Quitte à perdre quelque part un peu le client, enfin la mission sur laquelle il était, on l'a perdu, mais de le laisser en détresse, quoi. Tu vois, ça fait vraiment partie de notre ADN. Enfin, c'est pas possible pour moi le matin de me lever, savoir qu'on a des consultants qui sont pas bien et puis les laisser comme ça, quoi. Alors ça s'est passé sur le court terme, hein, mais pas en une semaine, hein. Il y a eu un petit peu de phase de transition, mais on s'occupe de ces problèmes-là et on les gère. On va revenir un peu plus à toi. Donc tu nous l'as expliqué, c'était pas ta carrière d'origine. J'imagine, vu les questions que tu avais posées, que tu espérais un certain style de management, un certain style de relation avec les collaborateurs, puisque tu y as fait attention. Alors, comment ça s'est passé et est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais qui se sont passées complètement différemment ou est-ce que les choses étaient finalement très proches de ce que tu avais imaginé? Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'aujourd'hui encore tu te dis finalement je ne suis pas encore prêt pour ça? Globalement, ça fait très prétentieux de dire ça, j'ai pas eu beaucoup de surprises.
Parce que même si, alors j'ai eu des rôles d'encadrement par le passé dans mon ancienne vie, mais j'ai eu plus de moments où j'étais moins encadré que moins encadrant, mais j'ai toujours eu cet état d'esprit. Je suis un sportif. Enfin, du moins, j'essaie de l'être et de le rester. Et donc, tu sais, moi, l'esprit sportif, je leur dis tout le temps ici, c'est on gagne, on boit tous dans la coupe. Tu vois, à la fin, on participe tous, on a tous gagné, et donc on boit tous dans la coupe. On perd, et ben on remet les baskets et on va s'entraîner. Et s'il y en a qu'un qui perd, ben, je vais le voir et je vais lui dire, écoute, t'as perdu là. L'équipe, elle n'est pas responsable. Et tu dois t'entraîner plus. Voilà en fait le type de management. Et ça, je l'ai toujours appliqué, même quand j'étais encadré avec mes responsables. On échangeait, j'ai toujours me suis senti investi de ma mission que j'avais. Et donc j'ai toujours eu ce mode de relation que pour le coup j'ai pu mettre en application lorsque je suis devenu manager. J'ai continué en fait d'être moi-même. En fait, tu as une vraie volonté de devenir manager. Parce que tu t'y étais préparé en tant que manager, quelque part. Inconsciemment, oui. Et du coup, cette transition, parce que souvent quand on devient manager, on passe à un rôle de leader, d'être peut-être plus inspirant plutôt qu'être un producteur pur. Cette transition-là s'est fait relativement naturellement. Tu y étais préparé, puisque tu avais réfléchi manifestement. Alors, oui, quand même plutôt inconsciemment que consciemment. Mais effectivement, je m'y étais préparé et la transition s'est faite assez naturellement. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de personnes, surtout tu sais quand tu prends des responsabilités avec tes anciens collaborateurs, enfin collègues pardon, donc qui étaient tes collègues avant et pour lesquels tu deviens leur responsable. Tu penses que ça se serait passé aussi bien si tu avais pris des fonctions là où tu étais avant, quand tu étais contrôleur de gestion, ou c'est le fait aussi d'avoir changé d'univers qui a simplifié la chose? Non, je l'ai fait avant. J'ai pris des responsabilités et j'ai encadré des équipes qui étaient avant mes collègues. Mais comme ils me connaissent, au contraire, c'était plus facile. Quand tu arrives en tant que manager, ici, lorsque je suis arrivé, déjà, je n'avais pas forcément le pas de background technique, pas de... Voilà. Puis j'avais pas forcément le management de l'équipe au départ, parce que j'avais pas le crédit pour le faire. Et je suis pas imposé. Donc ça a été plus difficile, au contraire, de changer d'univers et de s'imposer comme un manager ou un leader ou je ne sais pas quoi. Donc c'était plus difficile parce que justement, il faut que les personnes apprennent à te connaître. Savoir que tu es quelqu'un d'honnête, de droit, que tu vas échanger, que ce ne sont pas des belles paroles que tu donnes, comme on a pu tous l'avoir avec nos managers précédents, mais que lorsque tu dis quelque chose, tu vas le faire. Et que tu les écoutes réellement. Donc, tu as toute cette phase d'apprentissage mutuel à faire que tu n'as pas à faire lorsque justement tu passes de collègue à responsable de l'équipe dans laquelle tu étais. Parce que les gens te connaissent déjà, ils ont déjà vu comment tu agissais avec ton responsable, avec eux. Et pour le coup… leur idée sur toi est déjà un peu plus faite. Tu gagnes tes galons tout de suite. Comme je dis tout le temps, le respect ou le crédit, ça ne s'impose pas, ça se gagne. La légitimité, ça se gagne, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Tout à fait. Écoute Stéphane, merci beaucoup. Une dernière question, la question traditionnelle. Si, dans ton rôle de manager, tu devais refaire quelque chose autrement avec ce que tu sais maintenant, que ce soit dans ton ancienne carrière ou celle actuelle, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Alors, question pas simple. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait différemment. Moi, je suis un monsieur plus. C'est le regret de ne pas avoir fait plus. Mais comme je l'ai aujourd'hui dans le management des équipes de Devolis, je voudrais toujours faire plus. Toujours être plus présent, être plus à l'écoute, faire plus de soirées pizza. Tu vois, c'est pas vraiment des regrets, parce que j'ai une façon de voir les choses où je ne regrette pas. Parce que quand je prends une décision, au moment où je la prends avec les connaissances que j'ai à ce moment-là. Et après, je me rappelle toujours, à ce moment-là, tu ne savais pas, tu as pris la meilleure décision. Donc tu ne peux pas t'en vouloir. Donc, mais c'est plus de j'aurais pu faire plus
encore. Et ça, aujourd'hui, je l'ai toujours en fait. Je veux toujours faire plus pour nos clients, pour nos collaborateurs. Et j'aimerais faire plus, mais bon, voilà. Mes journées sont déjà bien chargées. Ça te laisse de la perspective pour la suite. Exactement, une marge d'amélioration. Bon, c'est sur ces notions d'amélioration qu'on va se quitter. Merci beaucoup Stéphane, longue vie à Devolis. Merci à toi Guillaume. Merci. À bientôt.